Aujourd'hui, France Culture, c'est presque 3% de la population, soit environ 1,5 million de personnes qui l'écoutent. Ça n'a pas toujours été le cas. Petit voyage dans le temps. Puisque l'occasion m'est offerte de parler France Culture à la télévision, je voudrais rassurer tous ceux qui sont inquiets sur l'avenir et le développement de cette chaîne. Je sais que dans certains cercles culturels, dans les dîners en ville, quelquefois dans les couloirs de la maison de la radio, on s'interroge, quelquefois avec beaucoup d'inquiétude, sur ce programme et son développement. Alors, il n'est pas question d'abandonner France Culture et l'œuvre de mécénat qui est à l'honneur de la radiodiffusion nationale depuis sa création. Ce qu'on ne sait pas, par exemple, c'est que France Culture coûte 2 fois plus cher que France Inter, et c'est parfaitement normal, car il y a sur France Culture des émissions élaborées où les auteurs, les compositeurs, les comédiens trouvent leurs moyens d'expression. Près de 50 ans après, c'est une femme à qui France Culture doit son succès. Elle est sur notre plateau. Quand on parle d'audience, est-ce que c'est compatible avec la culture? Est-ce que France Culture, c'est une chaîne qui devrait se féliciter de ses audiences comme le fait France Inter? Alors d'abord, France Inter est aussi une antenne qui a une ambition culturelle, donc je n'opposerai pas les deux. Je préciserai d'ailleurs que France Culture ne coûte pas 2 fois aujourd'hui ce que coûtait France Inter. Il faudrait vérifier si c'était vraiment le cas en 1971. Non, plaisanterie mise à part, ça dépend comment vous concevez un service public. Si vous considérez que le service public, il est fait pour le plus grand nombre, si vous considérez que la question de la qualité de ce que vous faites, de l'exigence que vous déployez, n'a rien à voir avec la question de l'élitisme et du monde auquel vous adressez. Si vous considérez que la culture, c'est pas un monde culturel qui se regarde en miroir et donc la culture parle à la culture et tout le monde est content et puis tout le monde parle de la même chose, super. C'est l'impression mais que qu'en fait, moi, on est du côté de la culture et en réalité, moi j'avais cette impression en grandissant. en grandissant, France Culture. Ouais, depuis, vous avez grandi et maintenant, vous voyez bien qu'en fait, ce n'est pas ça. Et maintenant, je n'écoute que Les Pieds sur Terre. C'est mon émission de radio préférée. Mais c'est qu'il fallait décloisonner à un moment la culture. Depuis tout à l'heure, vous dites ce que la culture n'est pas. Qu'est-ce qu'elle est pour vous, la culture? Ah non, je ne dis pas du tout ce qu'elle n'est pas. Je pense justement ce qu'elle est, c'est effectivement un espace que je trouve moi aussi un espace politique. Je pense que la culture raconte le monde dans lequel on vit. Je pense que la culture, c'est ce qui permet à chacun et de comprendre le monde dans lequel il vit et de comprendre comment se situer dans ce monde-là. Donc à ce titre-là, je pense que la culture, elle est justement, s'il y a quelque chose qui est pour tous et pour toutes, c'est bien elle. Et notre travail à nous, c'est d'être capable de la développer sur notre antenne de telle sorte que quiconque s'intéresse à ce dont on parle, c'est quand même le minimum, il faut la curiosité initiale, mais dès lors que vous avez la curiosité, vous devez pouvoir accéder à tout ce dont on parle. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe. C'est une antenne du gai savoir. Moi, je crois que personne ne pense que la culture, c'est ennuyeux. En fait, je veux dire, il n'y a que les gens qui ont un problème avec la culture qui disent ça. Et aussi, vous réussissez à faire un succès à la radio sans ce qui est omniprésent en ce moment dans les autres stations, à savoir les humoristes et l'actualité permanente. C'est quelque chose que vous faites sur France Culture, c'est-à-dire qu'il y a des émissions sans humoristes dans tous les sens. Et j'aimerais qu'on écoute un extrait de réplique sur votre antenne d'Alain Finkielkraut qui recevait Frédéric Becbédé. C'était le 18 janvier. C'est quoi ce petit ricanement? Qu'est-ce que c'est? Non, j'adore. Je me souviens très bien de cette émission. Bien, ouais. Donc je suis ravie de la réentendre. On parle d'un endroit d'information, de très grande écoute, qui est le 7-9, de la radio leader sur les ondes. Et dans cet endroit, on glisse des pastilles humoristiques presque mélangées au sérieux. Et c'est ce mélange, à mon avis, des genres qui peut-être est dangereux. C'est ce que les Américains appellent infotainment. On se retrouve à finalement avoir... Moi, par exemple, j'ai vécu ça. Je me suis retrouvé face à face avec Emmanuel Macron en train de lui demander l'adresse de son dealer parce qu'il avait fait un discours où il avait une voix haut perché. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est sain qu'on en vienne à ce genre de situation finalement bizarre? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas séparer les choses? Charlie est un endroit séparé du reste. Et alors là, de toute façon, là, évidemment, vous étiez vous-même le bouffon du roi qui prenait sa place. Oui. Sandrine Trainard. Oui. C'est quoi la question? Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que...
Ce que ça m'inspire, c'est que je pense que ce pays a besoin et même a envie, et les chiffres que vous citez sont éloquents à ce titre-là, les gens ont envie d'un endroit, d'un espace, peut-être de plusieurs, où le temps n'est pas le même, où on privilégie la connaissance plutôt que l'opinion, où on privilégie le temps de la réflexion plutôt que le temps de l'émotion. Je pense que dans la crise là, qu'on est en train de traverser, de réussir à développer une antenne qui à la fois parle de ça, et ô combien, mais qui n'est pas anxiogène. Qui même est relativement consolatrice, j'irais jusqu'à dire ça. Je pense que cette antenne apporte aujourd'hui du réconfort. Et pourquoi elle apporte du réconfort? C'est que face à une situation où on est capable nous-mêmes de reconnaître que nous ne savons pas énormément de choses, parce qu'on fait appel à l'histoire, parce qu'on fait appel à la philosophie, parce qu'on fait appel à l'imaginaire, on essaye de cerner un peu ce qui nous arrive et d'en faire quelque chose pour chacun d'entre nous. Nous, on a des partis pris très clairs. Moi, j'ai des convictions extrêmement claires. Je peux les énoncer de façon très simple. Je sais pourquoi on fait ce que l'on fait et pourquoi on ne fait pas ce que l'on ne fait pas. Donc, comme vous le disiez, je peux tout à fait énoncer pourquoi je fais ce que l'on fait. Si on prend Réplique, cette émission-là en particulier, je pense que c'était intéressant de la faire. Alain Finkielkraut, depuis qu'on le connaît, s'interroge sur la place du rire dans la société, et plutôt pour la critiquer. Bon, en l'occurrence, l'actualité amenait ce livre dont on pense qu'on veut. On a reçu Frédéric Becbédé sur ce plateau pour en parler. Qu'Alain a souvent reçu. C'est un bon connaisseur de la littérature américaine. Je me souviens d'émissions sur la littérature américaine formidables avec Frédéric Becbédé. Il invite Frédéric, et il y avait Philippe Val, il me semble, pour parler de la place de l'humour. On est à Radio France, il est question effectivement de ce qui s'est passé à France Inter. On peut le discuter à France Culture dans le calme qui a été le calme de cette émission-là. J'aimerais qu'on parle d'un autre penseur qui a travaillé à France Culture. Vous me voyez venir avec... En fait, on ne se connaît pas, mais on se connaît déjà. Ah ouais, c'est génial. J'espère qu'on va se connaître. Michel Onfray, qui a travaillé pendant 15 ans sur France Culture. Il a animé la contre-histoire de la philosophie. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment. Il publie une revue qui s'appelle Front Populaire, revue qui a été saluée par Marine Le Pen et par le couple Ménard. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que vous l'avez vu venir, ce glissement? Alors, Michel Onfray, en fait, n'a jamais été producteur à France Culture. Ce qu'il faisait, et qui a été pendant très longtemps un travail, me semble-t-il, tout à fait remarquable et nécessaire, c'était de conduire cette université populaire qu'il faisait à Caen, près de chez lui, où au fil de l'année, il prenait un thème, c'était cette fameuse contre-histoire de la philosophie, et ça faisait débat. Mais nous, ce que nous faisions à l'époque, c'était d'accompagner ce travail, qui était un travail très original dans l'histoire de la pensée française. Autrement dit, en fait, c'était la contre-histoire de la philosophie qui était sur l'antenne de France Culture. Ce qui est très différent d'Alain Finkielkraut, dont on parlait tout à l'heure, qui est directement un producteur avec lequel je travaille toute l'année. Michel Onfray, chez nous, il n'a jamais été dans le commentaire de l'actualité. Et si, à un moment, cette collaboration s'est arrêtée, c'est parce que je pense que la contre-histoire de la philosophie était allée au bout. Aujourd'hui, on a parlé du professeur Raoult et de Michel Onfray. Est-ce qu'il y a un axe qui est en train de se dessiner? Quelque chose qui ressemble, en tout cas, au sein de cette revue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un concept flou et difficilement saisissable qui est le capital médiatico-politique. Didier Raoult, comme Michel Onfray d'ailleurs, mais prenons Didier Raoult, il a accumulé un capital médiatico-politique. Ça se mesure très bien, on l'a vu à son fil Twitter par exemple. À l'instant où il ouvre un compte Twitter, il amasse immédiatement des centaines de milliers d'abonnés. Bon. La spécificité d'un capital médiatique, c'est qu'on choisit comment on le dépense. On peut le dépenser de plein de manières. On peut le dépenser pour continuer de produire de la connaissance et avoir une audience. On peut le dépenser pour faire de l'argent. Et on peut le dépenser pour faire de la politique. Il appartient à Didier Raoult de nous montrer comment est-ce qu'il va dépenser le capital politique qu'il vient d'accumuler. Aujourd'hui, France Culture, ce n'est plus que de la radio, c'est aussi un vrai média digital avec la production de vidéos. Et vous fabriquez des vidéos sur le mode des médias comme Click ou comme Brut ou comme Combini, avec des images et du texte, mais à la sauce France Culture.
Et c'est un vrai carton. J'aimerais qu'on regarde un extrait où France Culture vous explique le langage des signes. L'idée d'éduquer les sourds lui est venue après avoir rencontré 2 petites filles sourdes qui étaient jumelles. Elles étaient en train de se parler donc en langue des signes. L'abbé les observe et là, il comprend. Sandrine Trainer, est-ce que c'est ça l'avenir de la radio? C'est également de faire de la vidéo, c'est pas simplement se décliner en podcast. C'est pas l'avenir, en fait, c'est déjà présent. aujourd'hui, et rien n'est contradictoire et rien n'est concurrent. On a une démarche générale qui est une identité éditoriale, elle est suffisamment forte pour pouvoir se décliner. Elle existe sur une antenne hertzienne. Cette antenne hertzienne génère des podcasts et une des plus grandes offres de podcasts qui permet à n'importe qui, n'importe où, d'écouter France Culture quand il veut, comme il veut. Aujourd'hui, nos podcasts, c'est l'ordre de 25 millions de podcasts par mois. C'est une offre de vidéo dont vous voyez qu'elle continue à ressembler à France Culture. Vous passez 3 minutes là avec la langue des signes, vous avez appris quelque chose, c'est joli, c'est extrêmement élégant, c'est vérifié. L'équipe des jeunes qui font la vidéo chez nous est vraiment épatante. Sont envisageables avec les entités télévision du service public? Alors, en l'occurrence, c'est ce que nous faisons à travers un label que nous avons créé il y a 1 an, qui s'appelle Culture Prime, où sont associées les 6 grandes entreprises de l'audiovisuel public. Donc, il y a France Télé, il y a Arte, l'INA, etc., France Média Monde, TV5. Et en fait, on s'est mis d'accord sur une charte. On a eu un habillage qui est toujours le même. Chacun arrive avec ses propositions, son identité éditoriale spécifique. En revoyant celle-là, je pensais à une des dernières qu'on a faites sur le pangolin, le pangolin dans l'histoire. Où est-ce qu'on l'a vu apparaître? Où est-ce que vous le voyez en image? Ça date de quand? Quelle symbolique il véhicule? Et comment on arrive aujourd'hui au pangolin dont on sait pourquoi il occupe tant de notre temps de veille. Sandrine Trainer, il y a quelques années, vous étiez par hasard sur une plage, vous avez rencontré un journaliste du Monde, vous êtes devenu journaliste. Ouais, il y a quelques un années, peu par on peut hasard. dire ça. Ouais. Oui, il y a quelques années. Ouais. La plage existe toujours. Ensuite, vous avez travaillé à la télévision. Ouais. Après, vous avez travaillé à la radio. Vous avez fait cartonner France Culture. Est-ce qu'un retour à la télévision est envisageable? Oui, bien sûr. Moi, j'aime l'image. J'ai passé plus de temps pour l'instant du côté de la télévision et à France Télévisions, à France 3, autour des magazines culturels, du documentaire culturel, et puis ensuite à France Média Monde, à France 24, où je m'occupais aussi de culture, d'idées, de débats, etc., etc. Moi, je n'ai pas de problème avec l'image en tant que telle, mais avec ce que l'on en fait. Et je pense qu'on peut en faire le meilleur. Donc, vous savez, on dit jamais qu'il faut jamais dire jamais, etc., etc. Donc, je le dirai pas. Cela dit, la radio est un média formidable. Et aujourd'hui, quand vous dirigez une radio, en fait, vous faites aussi de la vidéo, vous faites aussi du texte. Vous savez, là, depuis 2 mois, c'est les articles écrits qui ont drivé l'audience des Sandrine Trainer, on vous propose de diriger une chaîne de télé. Vous prenez laquelle? Sourire TV. Oh.